Bah alors comment vas-tu Patrick depuis? Bah, ça fait déjà un petit mois si je dis pas de bêtises. Oui, oui, ça fait. Là, j'ai plus la notion du temps, hein, mais là, je suis au soleil, tranquille. Donc, ouais, ça doit faire un bon petit mois. Et puis, alors, comment je vais? Mais alors, super bien, tu vois. Je suis à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. J'ai passé juste avant une petite semaine à Bangkok. Et puis, avant ça, j'ai passé une petite semaine à Singapour. Donc, tout va bien. Je sais même plus combien de temps il me reste à passer encore dans ce magnifique pays. Mais voilà, je suis super bien. C'est piscine tous les jours. Là, là, en ce moment, dans le nord, il y a des temples à visiter, il y a des massages spéciaux. Enfin, tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses sympas. Et puis surtout, j'adore la nourriture aussi thaïlandaise. Donc voilà, je suis chez moi en fait ici. Hein, tu sais, je parle un peu la langue. Je suis D'accord, ok. venu tellement souvent ici que je suis presque plus chez moi ici que chez moi en France, hein, puisque chez moi, bah, c'est Mhm. toujours chez moi la France, mais si tu veux, je suis beaucoup plus en accord avec les gens ici, leur façon de se comporter, leur façon de vivre, le respect qu'ils ont des autres, etc., que ce que moi je vis tous les jours à Paris. Donc en fait, quand j'arrive ici, euh, je veux dire, je mets pas 3 jours à m'acclimater ou quoi aux caisses. J'arrive Mhm. ici, je suis chez moi tout de suite, tu vois. Alors que quand je rentre chez moi en France, je mets souvent bien 2 semaines à encaisser tout ce que je vois, tout ce que Mais, j'entends et tout ouais. ce que je vis, Mais, quoi. Tu mais vois, où ouais. j'atterris, mais où j'atterris. Ouais, ouais. En fait, je me sens pas. Je vais pas dire que je me sens pas bien, quoi, mais je me sens pas à l'aise. C'est sûr que quand tu vis au paradis, puis que tu te retrouves, je dis pas que c'est l'enfer hein, non plus Paris, mais quand tu te retrouves dans une situation qui est beaucoup moins sympathique, beaucoup moins agréable, forcément, Mhm. bah, la difficulté de s'adapter. Et puis je suis pas le seul, hein, quand je parle à des gens qui reviennent d'Asie et qui ont l'habitude d'aller en Asie ou de vivre en Asie. Il y en a même qui me disent, Mhm. Patrick, mais comment tu peux continuer à vivre à Paris, quoi. C'est invivable et ils n'ont pas tort. Mais voilà, c'est chez moi. Et puis, donc, je fais des petits allers-retours entre la Thaïlande, Paris, et puis le Japon, puisque, comme tu le sais, hein, je suis en retraite, et donc je vais passer de plus en plus de temps en Thaïlande. D'ailleurs, j'ai même, comme peut-être projet de louer un appartement à Bangkok, hein, puisque les prix sont, D'accord. deux fois et demi moins chers qu'à Tu Paris. peux Puis nous dire un petit peu on va dire une fourchette de prix pour un appartement? Parce que souvent en plus, si je dis pas de bêtises, ce sont dans des résidences privées, c'est ça? ouais, ouais, ça s'appelle des condominiums, ou des condos, hein, on appelle ça des condos. Ouais. Et dans ce type de building, tu as un service de sécurité, tu as des services de propreté, etc. Donc il y a du personnel, hein. Je peux te dire que c'est nickel, tu manges par terre dans les couloirs, tout est nickel de chez nickel. De toute Mhm. façon, en plus, les gens ici, ils balancent pas des ordures ou tu vois, ou ils pissent pas contre les murs, ou on voit pas ça ici, ça n'existe pas. Les gens sont Après, je sais que la culture asiatique en général, elle est c'est quand même assez, c'est beaucoup sur le respect, c'est très carré, etc. quoi. Donc, ouais, et puis effectivement. surtout sur la propreté, l'hygiène corporelle, leur propre hygiène, mais aussi l'environnement, hein. Et donc tout est absolument propre. Et puis la qualité, si tu loues un appart, c'est au moins 2 fois moins cher qu'à Paris, mais en plus tu as les fournitures, c'est-à-dire que t'as un lit qui est super confortable, t'as des meubles, t'as des fauteuils, t'as une télévision écran géant, enfin tu vois, t'es 2 fois moins Tu nous fais cher. rêver là, tu nous fais Et rêver. c'est pas un rêve. D'ailleurs, tu peux aller voir hein, sur YouTube. Il y a un mec qui en parle assez souvent. Il en a fait un métier parce que lui, voilà, il cherche des apparts pour les expats. Donc, D'accord. il fait plein de vidéos toutes les semaines. Il fait des vidéos avec les prix et il fait visiter en virtuel, on va dire. Et il est assez marrant d'ailleurs. Il raconte souvent des conneries, mais en tout cas, ça te permet de voir les prix et
et les qualités de bâtiment. Et forcément, tu as une salle de sport et tu as une ou plusieurs piscines dans ces appartements. Et là, j'ai contacté un gars qui vit en Thaïlande, il habitait à Dubaï avant. J'ai plus son nom, c'est bon, peu importe. Et lui, donc, il vend d'ailleurs des formations pour les options. Il est beaucoup axé sur les options. Et donc maintenant de Dubaï, il a déménagé et il est à Bangkok. Je devais le rencontrer, mais bon, actuellement il est au Japon, donc voilà, je pourrais pas le voir. Tu vois peut-être de qui je veux parler, peut-être. Ouais, ouais, voilà. Donc, non. Voilà. En tout cas, quand il a sur sa dernière vidéo, je mettrai le lien de sa vidéo en description. Pourquoi pas, si ça peut intéresser quelqu'un. Il fait visiter son appartement, les piscines et tout, et puis le mec, il a un 2 pièces de, je sais plus de 52 mètres carrés, un truc comme ça, et il paye 740 € par mois, et c'est un truc de luxe, quoi, super bien placé, voilà. Donc à Paris. Donc en gros, c'est 700, 800, voire 900 €, mais dans le package, tu as tous les services, plus, admettons, donc la résidence privée avec là où les piscines, plus, on va dire, tout ce qui est... salle de sport. Là. D'accord, ok. Donc, et tout ça, c'est inclus dedans Tout est inclus, les charges sont comprises, tout est compris. Donc, en fait, voilà, après, je crois que l'électricité et l'eau, ça coûte pas grand chose, quoi, ici, tu vois. Donc ici en France, c'est un sujet tabou. Ouais, c'est tabou, mais tu vois, ici on est même à la limite de te culpabiliser parce que tu consommes de l'électricité, du chauffage notamment, tu vois. Donc ici il y a un truc qui est clair, c'est que tu ne mourras jamais de froid. Moi j'ai horreur du froid, tu vois. Donc voilà, c'est un pays pour moi. Voilà, maintenant la différence entre nous à l'heure actuelle, c'est que moi je me retrouve avec une petite laine et toi tu es en t-shirt. Ouais, c'est vrai. Normalement, je suis même plutôt en maillot de bain à la piscine, mais c'est pas le propos. Le truc, c'est que si tu fais une comparaison, dans un grand 2 pièces, toute fourniture comprise, dans un truc de luxe, un bâtiment qui vient d'être construit flambant neuf, etc., ça te coûte 750 balles. Et à Paris, t'as même pas un studio, t'as même pas une chambre de bonne. Tu vois, où tu vas monter 6 étages à pied, où tu vas être dans des chambres de bonne avec des voisins qui vont te mettre de la musique à tout berzingue, ou qui vont te jeter des ordures dans le couloir, ou des trucs que j'ai vus, parce que moi j'ai fait de l'immobilier. Ou de la colocation, hein, tout simplement. Ouais, j'ai vu tellement de trucs, moi, tu vois, dans l'immobilier, que voilà, j'en passais des meilleurs, mais voilà, c'est pas c'est plus ça que j'ai envie de vivre, hein. À mon âge, j'ai plus envie de m'emmerder avec les cons, hein, si excusez-moi le terme, mais c'est ça, quoi. Ma raison de ce départ progressif, hein, puisque je pense qu'il faut pas non plus partir sur un coup de tête, etc. Bon, moi, à l'âge que j'ai encore, je pense que j'ai cotisé toute ma vie pour la sécurité sociale et ma retraite, etc. Donc de conserver ça, pour moi, ça me paraît un droit, mais qui pourrait m'enlever si je partais. Donc, toi, par contre, j'aurais 30 ans ou 35 ans. Franchement, je fais mes valises, je me casse, hein, de la France. Tu vois. Mais à mon âge, voilà, surtout que j'ai encore des affaires, j'ai encore de l'immobilier, j'ai un exemple parmi tant d'autres. J'ai un appartement à vendre, tu vois. Pourtant c'est situé aux Invalides, c'est un truc super. Bon, je l'ai vendu en quelques heures, c'est pas le problème. Ce qu'il y a, c'est que ça va faire je sais pas combien de temps, 2 mois, tu vois. C'est toujours pas signé parce que le notaire il traîne, parce que on a signé au mois d'août un accord comme quoi on faisait une vente directe. Une vente directe, c'est que en fait, c'est ni une promesse de vente, ni un compromis. C'est-à-dire que le gars, il arrive, le jour de la vente, il met le pognon, toi, tu repars avec le pognon. C'est un virement en totalité et basta. Voilà, c'est le jour même de la signature, tu prends l'argent. Sauf qu'il y a 10 jours de rétractation, donc tu vois, il n'y a que 10 jours de rétractation. C'est vraiment le plus simple en France, normalement. Tu vois, là, on est 2 mois après, si je compte bien, hein, parce que...
Voilà. Globalement, c'est toujours pas signé et le notaire, il commence à me poser des questions alors que ces questions, il aurait dû me les poser mais dès le départ, tu vois. Et là, moi, je suis à l'autre bout du monde, je suis obligé de répondre à ces questions pour qu'il puisse préparer le projet. Ce n'est qu'un projet de signature de vente. On marche sur la tête en France parce que il y a plus rien Après, c'est vrai qu'au niveau de l'administratif et de l'administration en France, tout ce qui est procédure, papier, etc., c'est une catastrophe. Ayant vécu pendant 3 ans en Belgique, c'est quasiment la même chose. Ah mais la Belgique et la France, c'est que, excuse-moi, c'est deux pays, c'est deux pays frères et sœurs. Hein, je veux dire, Mais je pense que c'est l'Europe en général, en fait. Je pense que oui, c'est mais l'Europe surtout, je pense que la France a sa place sur le podium. On est là-haut. Hein, c'est inéluctable, hein, c'est sûr. Maintenant, ici, tu veux acheter un appartement, il y a l'équivalent d'un acte de notarié, comme ici, ça s'appelle un chanote. Tu signes ton truc, et puis avec un avocat, normalement, en 3 jours, maximum 8 jours, c'est bouclé. Mais tu vois, ah ouais. Bah oui, on n'est pas. Enfin, je sais pas, tu vois, on est dans une autre façon de vivre ici, tu vois. Par exemple, tu vas quelque part, mais tu fais jamais la queue, tu vois. Je sais pas si tu t'es posé un jour la question de quantifier dans ta façon de vivre. À chaque fois que tu vas quelque part, à la poste, maintenant on va plus aux impôts parce que c'est sur Internet, mais quelque part sur Internet, tu fais la queue en attendant ta réponse ou qu'ils te répondent, ou etc. Et puis tu es toujours en train d'attendre. Et le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est on a un certain temps à vivre sur cette terre, pour moi, et il faut en profiter le maximum. Et en France, tu passes la plupart de ton temps à gérer des problèmes administratifs. Il y a un moment donné, il y en a ras la casquette, tu vois. Moi, je te dis, moi j'ai 2 sociétés, tu vois. Donc, il y a un moment donné, tu dois avoir un rapport avec ton comptable pour qu'il te fasse les bilans. Alors, il y a toujours une pièce qui manque, un machin, etc. Alors, ça, c'est peut-être de ma faute parce que je suis un peu bordélique au niveau des papiers, ou etc. Certes, mais il y a un moment donné, moi, je veux dire... je dépense entre 6 et 8 000, voire 9 000 euros de comptabilité pour mes 2 sociétés par an. Mais c'est quasiment un salaire. Tu vois, c'est énorme. C'est énorme. Et puis alors, partout où tu vas au Monoprix, t'as la queue, t'as des caissières qui sont pas on va dire, efficaces. Tu fais une queue parce que, les gens, on leur dit combien c'est, alors ils sont là, ah oui, ça fait 10,55 €, alors là, on leur dit combien c'est, ils ouvrent le porte-monnaie, ils regardent, ah ouais, j'ai pas assez de monnaie, alors je vais prendre ma carte bleue, alors ils savent pas laquelle carte bleue qu'il faut utiliser parce que souvent ils sont dans le rouge, alors ils savent pas quel compte ils vont utiliser pour être le moins dans le rouge possible sur le compte, où ça leur coûtera. Alors finalement, tout ça, c'est du temps que toi tu passes à attendre parce que tu as excuse-moi du terme, mais des cons qui savent pas gérer leur vie, et puis qui s'en foutent de toi parce que avant de payer, il aurait pu préparer ses cartes bleues ou sa monnaie, ou etc. Puis la caissière aussi, c'est pareil, elle s'en fout complètement, tu vois. Souvent elle discute avec sa copine derrière ou machin, etc. Puis toi t'attends. Tu vois, voilà. Après, le truc, c'est que c'est exactement ça. Et je pense que c'est l'environnement actuel depuis, j'ai envie de dire, 3-4 ans, voire plus, qui fait que finalement, les gens dépriment, en fait, très clairement. Mais les gens dépriment, oui, mais je te donne un autre exemple où dès que tu arrives ici, ou à Singapour, ou ici, et tu te dis, mais waouh! On est au 21e siècle, quoi, tu vois. Tu t'imagines que tu prends l'avion pour enregistrer... tu arrives à Singapour. On te file une tablette, tu écris ton nom, ton adresse email, ta date de naissance, etc. Ça prend 1 minute 30. Ensuite, tu vas à une sorte de sas. Donc tu marches, mais il n'y a même pas de queue, il n'y a rien. Le sas, il t'attend. Il y en a tellement que le sas, il t'attend. D'accord, ok. Tu mets ton passeport sur le scanner. La première porte du sas s'ouvre.
tu reprends ton passeport, bien sûr. Ensuite, Ouais. tu mets tu mets ton pouce sur le, sur un autre scanner, tu regardes la caméra, tu fais un sourire, la porte s'ouvre et ça y est, Ça y est. t'es chez toi. T'as pas besoin de Après, blablabla, tu vois, le truc de après, dingue. je pense que aussi tous ces pays, en fait, ils valident et ils sont contents que les Occidentaux ou les Américains, enfin, viennent, que ce soit en vacances ou pour ceux qui sont digital nomades, viennent dans leur pays pour aussi eh bien dépenser de l'argent, faire tourner l'économie un minimum, tu sais, au niveau du tourisme, Non, etc. tu te trompes, tu te trompes. Ils ont pas besoin de nous. Franchement, ils n'ont pas besoin de D'accord. nous. Leur économie tourne très très bien. Sans nous, c'est pas les touristes qui. Si la Thaïlande, le tourisme, c'est important, Ouais. tu te trompes parce que leur économie ne tourne pas qu'avec le tourisme. Et surtout, c'est que je termine sur l'aéroport. Quand tu repars de Singapour, tu euh, tu t'enregistres pareil avec ton passeport et tout sur une borne. Et puis ensuite, tu prends ta valise, ça t'a sorti des étiquettes pour ta valise, tu les mets toi-même. Tu vas à un Mhm. autre endroit où il n'y a pas la queue, encore une fois, tu as tellement de machines par. Tu mets ta valise sur le truc avec l'étiquette, tu mets ton passeport, ta valise, elle part. Et puis ensuite, à la première machine, il t'avait donné un boarding pass, et ensuite, tu vas prendre ton avion tranquille. Tu vois. Et là, en plus, d'après ce que tu as expliqué au niveau des étapes, il n'y a pas de personnel. Il n'y a Tout pas est mais informatique. personne, il n'y a personne. Voilà. Mais Ouais. quand tu viens de France et que tu es passé par l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et que tu vois, mais je te mens pas, le Ouais, ouais. bordel que c'est. Mais quand Mhm. je dis Ah, je bordel, confirme. Ouais, ouais. c'est gentil, quoi. Tu vois, la queue, ils te font des queues en serpentin, tu vois, avec des trucs de dingue. Où Mhm. tu te dis, mais qui c'est qui a organisé ça, tu vois, le mec, il doit être bac plus 15, tu vois, forcément, tu vois. Mais donc bien payé, tu vois. C'est pour ça que tout est cher en France, parce que ce sont des gens qui ont fait des études pas possibles, qui sont incapables de faire quoi que ce soit, parce que mis à part avoir fait des études, ils n'ont jamais bossé de leur vie, et quand ils bossent, on leur donne des trucs à faire, et puis ils font n'importe quoi, et puis Je te jure. comme en fait ce sont les plus diplômés, personne ne leur dit rien, enfin je sais pas, tu vois, mais il y a un moment Mhm. donné, je pense que même un mec qui a pas fait d'études, il arrive à Roissy, il fait... il fait bon bah les mecs arrêtez les conneries quoi, on va faire autrement, tu vois, Mhm. parce que Yes. c'est pas raisonnable, c'est pas raisonnable. Et encore une fois, t'es en train de faire la queue comme un con quoi, tu vois, et on te prend pour un con tout le temps quoi. Et c'est ça que je ne Mhm. supporte plus, si tu veux, c'est c'est le fait justement de te prendre pour un con en permanence, tu vois, dès qu'il y a quelque chose qui se passe en France, je sais pas, tu vois, un attentat, un machin et truc, alors tout de suite on Mhm. prend des mesures, mais je te laisse imaginer qu'ici, si t'es sans papier, mais tu vas direct en prison, mec. On Mhm. te dit Euh, pas, Du coup, on te laisse pas circuler librement dans le pays, quoi, tu mhm. vois. Et donc, Du coup, ouais. y a pas de Je problème. voudrais, je voudrais du coup te poser une question par rapport justement au contexte actuel. Est-ce que tu entends parler justement là-bas de certaines choses où en fait ils en ont rien à foutre parce que c'est entre guillemets nous une autre partie du monde et En fait, ils s'en foutent complètement de nous. Franchement, ouais voilà tu vois, c'est ça. ils sont bien chez eux, quoi, tu vois. Alors évidemment, hein, je dis pas que tout est rose. Il y a aussi des campagnes où, si tu vas dans le nord, tu vas trouver des paysans, des gens qui vivent, Oui bien sûr. voilà. Mais en France aussi, tu vois, des pauvres, il y en a partout dans le monde. Tu vois, dès que tu parles de ces sujets-là avec des Français, tu te dis, ouais, mais là-bas, t'as des riches qui sont riches, et puis après, les autres, c'est des miséreux. Ouais, mais en France, c'est la même chose. Sauf que Mhm. ici, les riches, ils bossent ou ils développent leurs affaires, ils font des trucs, et ils profitent de leur argent. Tu vois, les pauvres, bah, ils bossent beaucoup plus pour vivre mieux. Et moi, je vois des améliorations, mais chaque année, même tous les 3 mois, tu reviens, tu vois des améliorations, ça s'améliore d'année en année, de mois en mois, tout D'accord. s'améliore ici. En France, je vois les choses se dégrader,
d'année en année. Tu vois jamais des Ce trucs. serait intéressant d'aller rechercher d'ailleurs sur que ce soit la Thaïlande ou d'autres pays du coup asiatiques, justement le taux de croissance sur les dernières années pour voir un petit peu par rapport et faire un comparatif par rapport chez nous par exemple, tu vois. Ce serait intéressant de savoir. Ben, encore faudrait-il qu'on prenne les mêmes éléments de considération pour déterminer la croissance. Hein. Mais moi, je la vois, la croissance. Je vais te donner un exemple tout simple. Moi, je suis arrivé en Thaïlande la première fois, j'avais 18 ans. Donc, toi, c'était en fin 79. Et ça ne nous rajeunit pas tout ça. donc, tu vois, j'avais des cheveux à l'époque, hein, je te jure. Hein. Même assez longs. Mais globalement... t'allais à Pattaya, t'avais la plage à perte de vue, et puis de l'autre côté c'était des cocotiers, des arbres, tu vois, il y avait rien. T'allais à Phuket, pareil, il y avait rien. À Bangkok, il n'y avait pas le métro bien sûr, mais les routes étaient en terre. Il y avait que des bâtiments de un étage, tu vois, D'accord. voire 2 étages dans des trucs super luxe quoi, tu vois, de l'époque. Et donc, si tu vois le Bangkok d'aujourd'hui, t'imagines qu'il s'est pas fait en un jour. Ouais, bien sûr. C'est une ville ultra moderne, tu vois, par rapport à Paris. Tu prends le métro, tu te sens, je te dis, au 21e siècle, tu vois. D'accord. Quand tu arrives à Paris, tu arrives en France, c'est pas que tu te sens au 20e siècle, c'est que tu te sens au 19e siècle. Tu vois, je te signale que quand même ça fait des années de différence, tu vois. Et je parle en termes de qualité de construction, de bâtiments, mais aussi d'état d'esprit des gens, tu vois. On est Ouais, sur- surtout ça, sincèrement, surtout ça Ouais, c'est tout. qui fait la différence en plus du développement, mais effectivement, ouais, bien sûr. Alors sinon, bon, on va peut-être arrêter de parler de ce pays paradisiaque, mais c'était tout simplement pour peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi il y a tellement de gens qui souhaitent quitter la France, et notamment aller en Thaïlande ou à Bali. Ou... C'est vrai que ça s'accélère de plus en plus, que ce soit des infopreneurs, des digital nomades, ou alors finalement toute personne pouvant bosser sur Internet, ou même que ce soit des freelances, ou même des gens qui sont salariés. Il y en a énormément qui travaillent en télétravail à quasiment 100% et qui peuvent justement au bout d'un moment se permettre, bien entendu avec l'accord de l'entreprise, mais partir à droite à gauche. Ouais, mais tu as des freelances qui peuvent qui bossent pour des entreprises en freelance, et ils ont plusieurs clients, et puis ils n'ont pas besoin d'être domiciliés en France pour bosser. Autant habiter dans un pays où tu vis pour deux fois moins cher, et en plus 10 fois mieux. Tu vois, 2 fois moins cher et 10 fois mieux, tu vois. Si tu es jeune, pour moi, il y a même pas à réfléchir. C'est pas en France que tu restes. Mais sinon, toi, au niveau de tes... On va repartir peut-être sur le thème des investissements. Toi, au niveau des investissements, tu t'en sors comment dans cette crise un peu... Alors, je t'avouerai que mon portefeuille, personnellement, n'a pas pris trop cher, très clairement. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Après, ayant une stratégie, comme je l'ai déjà expliqué, vraiment consacrée à 99% sur les dividendes, je t'avoue qu'actuellement, alors, comme dit l'adage, on n'achète pas ou on rattrape pas un couteau qui tombe, mais il y a sincèrement, alors je précise pour des sociétés qui sont vraiment solides avec des gros fondamentaux, il y a quand même des opportunités d'investissement. Alors quand je parle par rapport à ça, c'est bien entendu sur le moyen long terme. Ouais. Bon, en tout cas, moi je te rejoins sur le fait que tu as des sociétés, des pans entiers de la côte qui sont à des prix très très intéressants. Après, perso, moi je cherche toujours à acheter au meilleur prix, et je pense que c'est vraiment encore trop tôt pour investir. D'ailleurs, là, tout à l'heure, juste avant la vidéo, j'ai commencé à regarder... Enfin, bien avant cette vidéo, puisque j'ai regardé le marché en transaction hors séance, parce que comme tu le sais, je travaille un peu sur les marchés futurs. Et comme je l'ai dit d'ailleurs hier soir dans ma vidéo,
on avait de grandes chances de casser le canal baissier qu'on avait, et donc on est déjà en canal baissier et là on le casse. Donc je sais pas ce que fait le marché, je regarde même pas là, mais globalement, on peut déjà d'ores et déjà imaginer que la glissade n'est pas terminée. Évidemment, on a qu'à regarder un petit peu. Moi, je regarde même plus les infos ici, tu vois, mais je sais même pas si l'armée Tsahal a commencé à entamer leur invasion terrestre, j'en sais rien, mais en tout cas, le jour où ça va se faire, je pense que les autres ils les attendent de pied ferme, et puis forcément ça va être un bain de sang, ou etc. Donc forcément les marchés vont continuer à baisser, hein, tant qu'on est dans une configuration géopolitique au Moyen-Orient compliquée. Donc moi, tu vois, ce matin j'avais des titres ASML. J'en ai vendu une grosse partie puisque l'action se reprenait aujourd'hui, j'avais du bénéfice, j'ai dû prendre 100 balles, tu vois, je prends parce que je fais du cash, même 100 balles de liquide, de bénéfice, c'est toujours du bénéfice, et je pense que c'est un titre, en plus hier ils ont publié des mauvais résultats, et donc c'est la semaine des grosses, la majorité des sociétés publiant leurs résultats, et donc pour la plupart d'ailleurs qui sont sous les estimations des analystes entre guillemets et des prévisions. Donc globalement, moi j'ai pris un peu de bénéfice sur SML, sachant que certainement j'en ai gardé un peu, mais je vais pouvoir racheter cette ligne moins cher que je l'ai vendue. Puis après, si jamais ça se fait pas, j'ai toujours quelques SML qui me restent, et je vendrai les autres, et puis je me reporterai sur d'autres titres que je jugerai bon marché. J'ai vendu aussi 50 total parce que j'ai l'impression qu'on est en train de former un double top, donc j'avais acheté ces 50 total là dernièrement pour compléter ma ligne à 61, donc j'ai dû la vendre à 62,90, un truc comme ça. J'ai vu concernant Total Energy, t'es quasiment sur des plus hauts historiques, parce que hier en tout cas je regardais un petit peu, c'était aux alentours des 63,50, quelque chose comme ça. Ouais, et puis moi tu sais ce qui me fait peur sur Total Energy, si tu veux, moi depuis longtemps je suis sur ce titre. Et je pense que c'est toujours une très très bonne valeur, etc. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est quand tout le monde est d'accord avec moi. Tu vois, il y a 1 an de ça, tout le monde me disait que j'étais fou à acheter du Total Energy, que j'en avais trop en portefeuille, 63% de ta position en Total Energy, mais t'es fou, etc. Alors j'ai des commentaires, j'en ai répondu des centaines de ce genre, sans compter les gens à qui je parle, et personne n'était d'accord avec moi, tu vois. Au niveau des analystes, des gens qui font des vidéos, hein, des youtubeurs, tout le monde pensait que Total à 55 on passerait pas, tu vois. Et puis une fois qu'on a passé, évidemment les moutons, hein, c'est comme ça, tout le monde se porte sur le titre, tout le monde trouve ce titre bien, etc. Et puis en général, moi personnellement je suis pas à l'aise quand je regarde, quand tout le monde va dans le même sens, tu sais, bien sûr, je suis d'accord. Quand je regarde que autour de moi tout le monde est d'accord avec moi, je me dis, pas seulement en bourse, hein, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche, tu vois, parce que tu devrais d'autant plus que, comme tu viens de le dire, quasiment double top. Souvent. Alors moi je regardais les graphiques, je suis sorti parce que j'ai gagné énormément d'argent, donc je prends. Extraire de la performance, ça fait partie de mon métier, et puis que graphiquement je la voyais caper, moi pas sur 55 mais sur plutôt 63, 63,5, tu vois. D'ailleurs c'est là qu'on bute. Maintenant on bute, tu vois. Est-ce qu'on passe? Et si on passe, moi je peux revenir à l'achat même plus haut, parce que graphiquement, il y aurait matière à revenir sur cette valeur. Mais l'histoire se répète toujours. En général, quand tu as tous les gogos qui arrivent, c'est pas bon. Donc moi j'ai beaucoup allégé sur Total Energy. Je me suis reporté sur d'autres valeurs comme Ecopetrol et Petrobras, qui ont beaucoup plus boosté que Total Energy, donc je gagne beaucoup plus sur ces deux valeurs que j'aurais gagné à rester sur Total Energy.
d'une part. Puis en plus, les dividendes sur ces valeurs-là, ils sont au moins plus de 2 fois supérieurs à ce que verse Total Energy. Donc je suis doublement gagnant à avoir opté pour cette stratégie. Et puis par contre, j'ai choisi des valeurs de l'armement, j'ai choisi des valeurs qui sont comme Pernod Ricard, qui montait ce matin d'ailleurs, tu vois, alors que le marché s'écroule. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs, Pernod Ricard, entre autres, qui sont des valeurs défensives. Tu vois, donc je me suis plutôt consommation courante. Voilà. La seule erreur que j'ai pu faire, c'est peut-être de bourrer un peu trop sur Hermès, mais sur Hermès, je m'inquiète pas, tu vois, parce que il y a effectivement, il y a une possible extension de la guerre dans tout le Moyen-Orient, mais il y a aussi le problème de la Chine. On en parle peut-être plus assez, mais je sais que dans l'immobilier là-bas, ça va très très mal. Mais c'est clairement ça. Là, en tout cas, personnellement, je pense qu'on est vraiment sur un immense château de cartes et que déjà pendant le Covid, l'immobilier chinois ça puait déjà énormément. Notamment, il y avait une première société, je crois que c'est le groupe numéro 1 en immobilier en Chine qui s'appelle Evergrande, je crois. Evergrande, ouais, c'est ça. Ouais. Où en fait, ils s'étaient endettés, mais de façon inimaginable, pour construire quasiment des villes, si je dis pas de bêtises. Fantôme. Maintenant, fantôme, ouais, tout à fait. Pour clairement la classe moyenne chinoise qui avait pour la plupart acheté ou emprunté pour pouvoir se payer des appartements. Et en fait, avec le Covid, etc., c'est devenu très très compliqué. Hein. Tu sais, c'est triste, mais encore une fois, les gens sont des moutons, que ce soit en Chine, en France ou n'importe où. Quand tout le monde s'est dit il faut absolument acheter de l'immobilier, tout le monde a acheté de l'immobilier comme des dingues, sans penser aux conséquences. D'ailleurs, en France, tu vois, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui... le problème en France, c'est que les gens, ils sont obtus et ils restent avec leurs idées préconçues et ils veulent jamais en changer, tu vois. Et il y a toujours la France est toujours partagée en 2 camps. Tu as les gens qui sont là, ouais, non, moi je fais de l'immobilier, je touche pas à la bourse, c'est dangereux, tu vois. Puis tu as des gens qui disent, ah ouais, non, moi je fais de la bourse, l'immobilier, ça m'emmerde, je veux pas entendre parler de ça, je veux rester liquide. Et alors tu as ces 2 clans qui vont s'affronter en absolument voulant prouver qu'ils ont raison l'un comme l'autre, et ça crée des débats complètement stériles parce que moi j'ai toujours fait les deux. Alors aujourd'hui je me retire de l'immobilier vu mon âge, parce que d'abord je peux plus emprunter, parce que l'immobilier ce n'est intéressant que si t'empruntes pour avoir un effet levier, quoi, tu vois. Et puis que pour moi on est sur des plus hauts. Alors donc si tu veux, graphiquement l'immobilier, vu l'économie européenne, française surtout, je pense qu'on est sur des plus hauts et qu'on va certainement baisser. Donc c'est aussi étayé, ma vision elle n'est pas étayée parce que je ne souhaite pas faire d'immobilier, parce que l'immobilier c'est de la merde ou quoi, ou qu'est-ce. Non, c'est parce que... Non, et puis quand tu regardes pendant 10 ans le marché, tu voyais fleurir des agences immobilières, les courtiers à leur compte, etc. Et là, depuis une petite année, j'avais vu un peu les statistiques, mais le nombre de faillites, là, ne serait-ce que uniquement en France, c'est juste énorme. Il y a des sociétés, des agences immobilières et même des courtiers qui ont vendu peut-être 2 biens en 2 mois, quoi, 2-3 mois. Et du coup, clairement, c'est la clé sous la porte. Ça, c'est normal. Il y a un ralentissement des ventes. C'est des phénomènes normaux. Mais par contre, ce dont on parle pas ou très peu, c'est que on a actuellement beaucoup d'immeubles qui sont limite faillites, tu vois, parce qu'il y a des gens qui peuvent plus payer leurs charges. Et ces gens-là, un petit peu comme ce qui s'était passé lors des subprimes, quand ces gens-là peuvent plus payer leurs charges, il y a un moment donné, le syndic, il entame des procédures, etc. Et puis, quand dans des petits immeubles, tu as 3 à 4 lots qui ne payent pas, c'est une faillite d'immeuble qui se prépare. Donc, ça fait tout un tas d'appartements qui se mettent sur le marché, et il suffit que dans tous les immeubles environnants, dans toute la France, il se passe la même chose, le marché il craque, et c'est un crack. Et donc, moi, j'ai peur de ça. Je dis pas que ça va arriver, je suis pas devin, mais moi qui ai encore 2 biens à Paris,
un qui est en vente, hein, comme tu le sais. Euh, j'ai vécu une situation où sur un immeuble de 15 lots, tu avais 3 personnes qui payaient pas leur charge. Ils ont C'est dû énorme. doubler le fonds de roulement, enfin procédure d'urgence, etc. Des trucs de dingue. Encore une fois, que tu vois pas par ici. Tu vois, c'est des choses Ouais, ouais. qui n'existent pas en Asie. Et le problème de l'immobilier français, c'est qu'en plus, moi j'ai vu mes taxes foncières, et elles ont pris 65%, quoi, tu vois. Donc dans un... Ouais, mais j'ai vu aussi. Alors moi, non, peut-être un peu moins parce que je suis pas sur Paris, mais on est, si je dis pas de bêtises, 10 ou 15% de plus par rapport à l'année dernière. Ouais, ouais, clairement, c'est un délire. Ouais, mais globalement, tout ça, c'est une épée de Damoclès que tu as au-dessus de la tête quand tu as des biens immobiliers. Parce que, oublie pas, quand tu Mm. es copropriétaire dans un immeuble et puis que les gens ils payent pas leurs charges, eh bien tu es non seulement copropriétaire, mais tu es aussi co-responsable Tout à des fait. autres lots qui sont dans la résidence. C'est une responsabilité. En fait, c'est une responsabilité un petit peu du même type que si tu as un ami qui voulait emprunter à la banque et que toi, tu irais garantir son prêt. Tu vois? Mhm. Et donc, quand tu rentres dans une copropriété et que tu achètes un appartement dans une copropriété, ben en France, tu rentres dans ce cadre-là, tu vois. Euh, et Ouais, c'est comme euh, si tu étais marié, hein, mariage forcé entre guillemets. ouais. Et puis quand tu vois les voisins, ben putain, ça fout les boules, hein. Tu te dis. Donc globalement, ouais. Moi, l'immobilier en France. Ben, je conseille plus. J'ai fait une partie de ma richesse avec ça, certes, mais c'était une Mhm. autre époque. On ne peut pas comparer l'immobilier d'aujourd'hui avec les lois qui sont en train de nous faire, fiscales Tout ou à fait autres, aussi. Ouais, ouais, à bien sûr. l'immobilier de papa et de grand-papa, quoi. Tu vois, Clairement. c'est plus la même chose. Et donc, moi, je préfère sortir de ça parce qu'en plus, c'est hyper chronophage. L'immobilier, il y a beaucoup de choses à gérer. Puis ensuite, après, tu as les impôts, les machins, les trucs, les taxes foncières. Tu Il y a- t'imagines que en France, tu dois déclarer ton locataire aux impôts et que si tu le déclares pas, eux, ils t'envoient un truc à un moment donné, comme quoi ils considèrent Mhm. ça comme un logement vide, et puis qu'après, tu peux rien faire parce que de toute façon, une fois qu'ils ont Mhm. décidé un truc, tu payes. La seule chose que Et tu peux faire, c'est il payer. y a aussi une chose assez intéressante parce que là, du coup, on parle d'immobilier, d'immobilier pour du locatif, mais tu as aussi la nouvelle génération, donc les jeunes de 20, 25 ans, cette nouvelle génération, qui ont 10 ans, 5 à 10 ans de moins que moi finalement, eh bien en fait, ils en ont plus rien à foutre, entre guillemets, du CDI, et donc ils en ont plus rien à foutre d'être propriétaire d'un bien immobilier en fait. Non, puis la génération actuelle, les jeunes, des fois j'ai du mal à les comprendre, hein. À mon âge, effectivement, il y a un fossé générationnel entre Ouais. un jeune qui a 20 ans et puis moi qui ai 62 ans. C'est clair qu'il y a des années qui nous séparent. Mais aujourd'hui, enfin moi, quand j'étais jeune, j'achetais mes disques, tu vois, mes 33 tours, mes 45 tours, j'enregistrais ça sur des cassettes et puis on avait tendance à collectionner quelque part, Ouais. tu vois, on conservait les choses. J'avais acheté ma voiture, donc tu achètes une voiture, tout était dans un système d'achat, et puis, bah alors, en fait, on t'avait formaté quelque part en te disant, voilà, tu vas d'abord travailler, tu vas acheter ta maison avec un grand crédit, tu vas prendre 15 ans de crédit. Mhm. Ensuite, parce qu'à mon époque, c'était 15 ans les crédits, hein, pour acheter ta résidence principale. Mhm. Ensuite, tu vas acheter ta voiture, bah, à crédit aussi. Ensuite, bah, il faut que tu vives, donc tu vas te faire plaisir. Tu vas acheter tes disques, tu vas acheter ton tourne-disque, ton ampli Yamaha, machin et tout ça. Et puis donc, bah, on était des consommateurs, mais des consommateurs, euh, si tu veux, où notre vision était limitée. On pouvait consommer que peu de choses. C'est-à-dire mettre de l'essence dans ta voiture pour aller faire des courses à Carrefour pour manger, et puis acheter un ou deux disques par mois parce que Ouais, les ça disques restait coûtaient cher. les gens étaient plus peut-être responsables et ouais, Oui, voilà. mais de l'autre côté, aujourd'hui, le jeune, il prend un abonnement où il peut avoir tous les disques de la planète.
pour 10 euros par mois, finalement, ça lui coûtait énormément moins cher que ça nous coûtait, nous, à l'époque, où on devait acheter des disques, des tourne-disques, des machins. Maintenant, ton téléphone, il fait tout. Il fait, à l'époque, fallait que tu achètes ton Canon, fallait que tu achètes un appareil photo, fallait que tu achètes un... Aujourd'hui, t'achètes ton iPhone, il fait tout. Tu vois, Ouais, tu ouais. peux mettre ta musique dedans. Et donc, les gens, au niveau musique, au niveau cinéma, on achetait des cassettes VHS, tu vois, on mettait ça dans le magnétoscope. Bah, tout ça, c'est à la poubelle. Ça n'existe plus. Mais si Ah bah c'est l'ère de la digitalisation totale, oui, hein. mais ça prouve une chose, c'est qu'on avait tort de s'attacher à ces choses-là parce que si tu veux, ils nous les ont rendus obsolètes et puis toi tu les as achetés, tu les as collectionnés si tu veux. Enfin, moi j'étais pas collectionneur plus que ça, mais j'essaye de mettre une image à ça. Mais tout ça, ça a été de l'argent qui a été dépensé, qui a été perdu, alors que les jeunes, eux, ils sont dans une génération où tout est à la location. Tu vois, C'est vrai, tout à fait, hein. ils louent leur musique, elle leur appartient pas. Tu vois, nous, on avait C'est besoin de vrai. matérialiser, d'avoir notre disque dans la discothèque, nos bouquins Ah, dans la bibliothèque. Maintenant, tout est en ligne et ça, c'est un état d'esprit qui est différent. Et on l'a aussi au niveau de la location. Les jeunes, en plus, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas acheter parce que, vu leurs conditions, comme tu dis, CDI, etc., bon, bah, ils se disent, bah, de toute façon, je ne peux pas acheter, bah, je vais me mettre en colocation. Donc, ils sont dans un système de partage, alors que nous, on avait à l'époque, à mon époque, plutôt un système égoïste où chacun vivait dans son truc, avait sa petite voiture, son petit machin et tout. Là, les jeunes, ils Mhm. sont sur Uber, ils appellent, et puis tu as un mec qui vient les chercher, et puis Bah, après, il y a quelque c'est chose bien. aussi qui revient, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est justement le fait de ne rien posséder. Donc, alors je vais pas rentrer dans le complotisme, mais il y a voilà un peu l'idée, c'est 2030 ou 2040, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Oui, mais en fait, c'est du bouddhiste, tu vois. Euh, en fait, quand tu possèdes des choses, ça peut finir, ça dépend de ton état d'esprit, mais en général, ça peut te rendre malheureux. Parce que Tout à si fait. tu perds ces choses-là, bah, tu vas être triste, tu vois. Si imagine, tu as une belle maison, tu t'as trimé pour acheter ta maison, etc., puis elle brûle, en plus, tu n'étais pas assuré, bah, tu pleures. Tu es malheureux, tu vois. Ah Alors que bah si tu oui. n'as pas de maison, bah, quand tu vois un incendie dans la ville, là, toutes les maisons brûlent et toi, mais toi, t'en as pas. Bah, en fait, t'es pas plus malheureux, en fait, tu vois, que tu ne C'est vrai. l'étais avant. C'est un état d'esprit, moi, que j'aime bien, Mhm. mais je prêche pas non plus la misère pour autant de rester miséreux pour rester heureux. Oui, non, après voilà, faut. Voilà. Sinon, il y a un truc que j'ai vu que je voulais te parler. Moi, j'aime bien regarder ce qui se passe autour de moi quand je voyage. Mis à part que j'ai vu que dans les aéroports tout fonctionnait beaucoup mieux que chez Et que nous. tout était Euh, propre. tout était propre, etc. J'ai vu beaucoup de voitures électriques en Thaïlande et je me disais, c'est bizarre. J'ai vu deux trois Tesla, tu vois, mais pas plus. Mais j'ai vu D'accord. beaucoup de Neta. D'accord. Ah, je connais pas. Neta, D'accord. ça doit être une marque chinoise. Je n'ai pas encore regardé, mais j'en ai vu pas mal et j'ai l'impression que ça se développe, ça. Donc pour les gens qui nous écoutent, ceux qui aiment bien investir en Chine, je pense que c'est peut-être un investissement à regarder, Neta. Et sinon, il y a Mais un autre truc que je d'autant regarde. plus que on est toujours en train de parler de pour les voitures électriques, Tesla, bientôt Google, etc. Mais en fait, les Chinois sont sont déjà très 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 développés dans ce domaine, hein. Ça c'est il y a Ouais. déjà énormément de marques chinoises exclusivement dédiées à tout ce qui est voiture électrique. Bah, si tu veux, moi, quand j'ai commencé à investir sur Tesla, et j'ai fait beaucoup de trades gagnants hein, sur Tesla d'ailleurs, malgré que tout le monde la trouvait trop chère, etc. Comme quoi l'analyse graphique, ça sert. Il n'y a Mhm. pas de cher ou de pas cher, il y a des trends, il y a des conditions de rentrée de marché ou pas. Et pourquoi j'ai tradé cette valeur Tesla, c'est parce qu'à Paris, j'en voyais de plus en plus. Je voyais des taxis Tesla, je voyais des voitures Tesla, de plus en plus j'en voyais. Je me dis que Ouais. si ces voitures qu'on voyait pas à un moment et puis qu'elles commencent à envahir Paris, c'est qu'il y a
Il y a un matière truc, quoi. peut-être à ce que cette société performe plus que les autres. Et effectivement, le fait d'investir sur des graphiques ou sur des thèmes macroéconomiques, tout ce que tu veux, c'est bien, mais je trouve encore mieux quand tu vois les produits bien se vendre comme des petits pains, si tu veux, tu C'est peux vrai. le quantifier de tes yeux et ça, c'est pas mal. Et sinon, il y a un autre truc que j'ai vu, bon, je sais plus comment que ça s'appelle, mais c'est des, alors qu'en Thaïlande, c'était interdit, même passible de prison, de fumer des trucs, tu sais, de vaporettes, là, euh, Ah, les vapoteuses. les vapoteuses, voilà. Et là, maintenant, ça fleurit à Bangkok et même à Chiang Mai. Là, j'en ai vu pas mal de boutiques. Et ils te vendent en fait, ce qui était illicite, des drogues illicites qui sont donc autorisées maintenant. D'accord. Ok. Et ça fleurit de partout. Et je vois des gens rentrer dans ces boutiques, etc. Donc je pense que, de souvenir, je crois qu'il y a des sociétés aux États-Unis qui sont axés justement sur en type de médecine douce, tu vois, choses comme Ouais, ça. tout ce qui est CBD, en cannabis thérapeutique, Voilà. CBD, ouais. Alors là, tu vois des boutiques, comme tu dis, cannabis, 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 t'en vois partout, ça ouvre, ça fleurit un peu partout. Et je pense que peut-être bon, moi c'est pas mon truc, hein, mais je pense que Mhm. y a à regarder parce que si ça se passe en Thaïlande, je pense que ça se passe dans plein d'autres pays. Et il faudrait regarder quelle société justement euh, est Ouais, sur ce type effectivement, de ça pourrait marché. être intéressant. Voilà. Parce que Mhm. là, par contre, c'est un peu comme Tesla, je vois que ça cartonne Ça ce genre de pousse. truc. Voilà. Ouais. Et puis voilà, sinon, toi, tu as peut-être des thèmes, des points que tu souhaites aborder. Bon non, du coup on était parti. Après on a dérivé. On est un peu en roue libre à chaque fois. Ah ben moi c'est Euh, comme ça, toi aussi, hein. On est en ouais, non non, général c'était du coup par rapport parti à sur l'immobilier plein de chinois. sujets. Ouais, non, du coup, c'était par rapport à l'immobilier chinois où si bon nombre de gros mastodontes finalement de l'immobilier commencent, soit sont en faillite ou littéralement se cassent la gueule, eh bien, ça va avoir des répercussions partout en fait à travers le monde, ça c'est clair. Si on rajoute à cela ce qui se passe toujours avec la guerre en Ukraine, Ukraine-Russie, et ce qui se passe à l'heure actuelle eh bien, ça risque d'être une sacrée pétonnière, comme on dit. Et je pense que les marchés, ça peut potentiellement se casser la figure. D'autant plus qu'aujourd'hui, alors je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, mais il y a le fameux Jérôme Powell qui doit donner son discours à la Fed là. Ouais. Mais en fait, bon, sur l'immobilier chinois, en fait, il y a quelque chose d'intéressant. Tu sais que les Chinois, d'ailleurs c'est un truc qui existe beaucoup en Asie du Sud-Est, mais les Chinois l'emploient beaucoup, ça s'appelle les tontines. Ah bah oui, Tu je connais connais? très bien. Je pense que ça fonctionne aussi en Afrique, ça fonctionne dans pas Tout à mal fait. Ouais. de régions du monde. Ouais. Et donc c'est un truc ancestral en fait, un truc où tu as Tout à fait. un type qui veut acheter un appartement et la banque va pas lui prêter parce il a pas assez d'apport Mhm. personnel ou les critères de prêt ne lui seront pas accordés. Donc le gars il fait une tontine, il va prendre 10 000 euros à 10 personnes et il va Mhm. s'engager à verser tous les mois une certaine somme, etc. Donc à un intérêt bien plus élevé que la banque. Et en général, Non, non, là, bah, ouais, ça dépend parce qu'il y a aussi des tontines euh, plus ou moins familiales, entre guillemets, ou même à plus grande échelle où t'as pas de taux d'intérêt du tout. ah C'est oui, mais justement le principe de la tontine, en fait. le principe de la tontine en Asie, non, c'est forcément je te prête D'accord. quelque chose. Hein, c'est pas, Ok. on n'est pas dans le. Non, il n'y a pas d'assistante sociale ici, ça n'existe pas. C'est en gros, c'est bon, tu vas emprunter 100 000. Donc Ouais. il y a 10 personnes là qui se présentent, mais t'es pas le seul qui va emprunter 100 000. T'as peut-être un ou deux ou trois personnes sur les 10 qui veulent emprunter 100 000. Et Mhm. donc on va les prêter à qui ces 100 000? Donc on fait une Mhm. appel d'offres, mais sur un petit papier, tu mets le taux d'intérêt que tu es prêt à payer. On referme, et puis après,
Et puis après, ben, on ouvre les papiers, et puis c'est le taux le plus haut qui remporte la tontine. À l'ancienne, quoi. Ouais, C'est c'est vraiment vraiment à l'ancienne, ancestral. tu vois, ancestral. Ce qui fait que si vraiment tu veux emprunter, tu as des gens qui poussent l'enchère à se dire, bah moi je vais mettre 15%, tu vois. Et puis comme ça, je suis sûr D'accord. d'avoir l'argent. Parce que il faut comprendre aussi, il faut savoir que les Chinois, sont des gens très décidés, tu vois. Quand ils veulent faire quelque chose, ils écoutent personne, ils font ce qu'ils veulent. Ce sont Mhm. des gens, voilà, ils ont une culture différente. Il faut savoir qu'en Chine, si tu veux te marier, eh ben, la personne qui va t'offrir sa fille en mariage va te demander des conditions voilà, d'avoir un appartement, d'avoir un métier, suffisamment d'argent, etc., etc. Donc en fait, pourquoi les Chinois ont beaucoup investi dans l'immobilier, c'est aussi parce que effectivement, il y a pénurie de femmes en Chine, puisqu'ils les ont à trois quarts tués, parce qu'à la naissance, les Chinois veulent un fils pour pouvoir garder le Mhm. nom de la famille et pouvoir faire perpétuer la tradition familiale. Et donc, quand les gens, en général, avaient une fille, bah, ils la tuaient, quoi, tu vois, pour pouvoir avoir le droit de refaire un fils plus tard, parce que tu avais le droit à un seul enfant par famille à une certaine époque. Alors ensuite, ils ont commencé à accepter de pouvoir en faire deux, et puis la politique de l'enfant unique. Si tu avais par exemple, si tu te maries avec une femme qui avait, elle, été enfant unique, après, tu avais le droit aussi, au moins un des deux du couple. Et puis, bon, finalement, c'est terminé tout ça. Mais au final, bah, les gars, ils galèrent pour trouver une femme, parce qu'il y a, Mhm. Ah oui, forcément. il y a un quota de bonhommes bien plus important qu'un quota de bonnes femmes, ce qui font que les gars, ils vont carrément acheter des femmes au Vietnam ou dans des pays pauvres, et puis ils les ramènent en Chine. C'est atroce, hein, parce que tu as des pauvres filles qui sont vendues. Là, pour le coup, on retourne au XIIe siècle, hein, tu vois, on est dans une configuration qui est Très malsaine, hein. très Ouais. malsaine, mais c'est comme ça que ça se passe là-bas. Et donc tous ces appartements-là qui ont été construits, pas finis, vendus Mhm. et donc non utilisables, pour la plupart, ils ont fait l'objet de tontines. Tu vois, Mhm. donc la faillite en cascade, elle va être sur les banques, mais aussi sur les particuliers qui auront prêté de l'argent et qui ne reverront jamais la couleur de leur argent. Donc si tu veux, Mais enfin, c'est pas une histoire, mais c'est quelque chose qui m'avait choqué un petit peu, c'est que justement pendant la période du Covid, il y avait énormément du coup de particuliers qui s'étaient engagés pour acheter un appartement en Chine. Et en fait, comme tout était très clairement arrêté et ils savaient absolument pas si ça allait redémarrer ou finalement que ça allait être fini ou pas, que finalement en Chine, beaucoup de personnes ont commencé à manifester par rapport à ça. Ça m'avait choqué en fait. ben, si tu veux, là-bas, tu sais, les manifestations sont très 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 sévèrement réprimées, Ah ben, tu vois. c'est pour ça en fait Et, justement, et, parce euh, que. et quand les gens finissent par manifester, c'est que Mhm. vraiment ils en peuvent plus, quoi. Si tu veux, ils voient plus d'autres, ils vont mourir, quoi. C'est-à-dire que ils ont Oui, plus d'argent absolument. parce qu'ils doivent payer un loyer et en même temps ils doivent payer un crédit pour un appartement qu'ils peuvent pas habiter. Finalement, il pourra pas se marier parce que le père de la fille va décider de marier sa fille à quelqu'un d'autre. Donc si tu veux, ils sont dans une situation où la plupart des gens sont au bord du suicide, hein, dans des situations pareilles. Faut imaginer, hein, parce que c'est quand même peut-être un peu difficile pour Monsieur Tout le Monde ici d'imaginer la situation d'un Chinois, parce qu'on n'a pas les mêmes concepts de vie, mais c'est extrêmement dur pour eux, ça c'est clair. En plus, c'est des gens qui bossent énormément. Enfin, je veux dire, souvent c'est 70, 80, 90 heures semaine, voire plus. Hein. Ah bah oui, eux, leurs 35 heures, c'est 60 C'est heures, hors hein. de jeu. Oui, 60 heures, Euh, oui, c'est le minimum. Mais voilà, donc tout ça,
à mon avis, ça va être en cascade sur la Chine. Donc la Chine, à mon avis, dans, dans les mois qui vont venir, va subir des gros problèmes liés à ça. Alors, bon, comme c'est un pays c'est une dictature, ils peuvent toujours mater les gens et puis faire en sorte que ça tienne, je sais pas. Mais ça va être très dur pour le peuple, on va dire de classe moyenne en fait. Parce que tu sais, les pauvres dans les champs, là, dans les rizières, parce qu'on parle toujours de la Chine, de Shanghai, de Pékin, tout ça, mais le gros de la Chine, c'est des paysans, c'est des gens qui sont dans les terres, et pour eux, les choses vont pas trop changer, parce qu'ils sont pauvres, ils resteront pauvres, eux, ils ont une petite bicoque, tu vois, ils dorment quasiment à la belle étoile, et ça changera rien pour eux. Par contre, cette classe moyenne qui était énorme. La nouvelle classe chinoise moyenne, ouais, bien sûr. Ouais, cette classe moyenne, cette nouvelle classe, comme tu dis, qui sont souvent des fils de paysans qui sont venus en ville pour gagner de l'argent, pour améliorer leur niveau de vie, etc. C'est elle qui va souffrir. C'est pas les ultra riches, tu vois. Parce que les ultra riches, on voit que le patron d'Alibaba, tous ces mecs-là, ils sont au Japon, ils sont à Singapour. Toi, par exemple, les prix de l'immobilier à Singapour ont explosé parce que beaucoup de Chinois de Chine populaire, riches, ont investi à Singapour. Parce qu'ils n'ont plus confiance au système chinois. D'ailleurs, ils ont bien raison. Mais ils n'ont plus confiance. Et donc, ils vont investir dans un pays où on parle anglais, certes, mais où on parle aussi chinois, qui est peuplé à majorité de Chinois. Et donc, ils vont investir beaucoup à Singapour. Les banques sont sécures à Singapour, tout est sécure. Et donc, on est dans une configuration où beaucoup de Chinois riches ont eu tendance à expatrier leurs pognon, voire leurs enfants, aller faire des études à l'étranger, etc. Donc, les riches, je pense qu'ils ne seront pas trop touchés par ça, mais par la crise. Mais voilà. En tout cas, je pense que l'effet domino, comme on le craint sur le reste du monde, reste limité. Et ce qui peut se passer, c'est que tu sais, quand dans un pays comme la Chine, si tu veux rester maître du jeu quand tout va mal, le mieux c'est de déclencher une guerre. Tu vois. Mais c'est ça, et c'est ce qui se passe depuis le Covid, hein, juste après le... si tu veux, le Covid, c'est encore autre chose. Si tu veux, le Covid, ça a amplifié les choses parce que déjà, il manquait de femmes. Et pendant le Covid, ils ont empêché les gens de sortir et de se rencontrer. Et donc, effectivement, le taux de natalité a chuté. Donc, il y a encore moins de possibilités de voir pour les générations futures des femmes arriver sur le sol du pays, naître sur le sol du pays. Donc, ça a amplifié le problème, à mon sens. Mais au final, c'est pas trop le problème du Covid qu'on voit en Chine. C'est que, si tu veux, leur économie est arrivée à maturité et que là, actuellement, politiquement, Xi Jinping, qui est un dictateur, on va dire, c'est un boucher ce mec. Il n'a pas le temps, lui. Il fait tuer des gens, t'as des gens qui disparaissent. Rappelle-toi, même le patron d'Alibaba, il avait disparu. C'est ce que j'allais dire. J'avais vu, c'était un documentaire sur Arte, où justement ils ont expliqué qu'il y avait de plus en plus de millionnaires ou milliardaires qui, du jour au lendemain, plus aucune trace de vie ni quoi que ce soit. Et le patron d'Alibaba, pendant quelques temps, on ne l'avait plus vu, quoi. Ouais, et lui, si tu veux, il a réapparu parce que, comme il est emblématique, ça aurait posé, je pense, un gros problème que de le faire disparaître définitivement. Mais on a dû lui faire du chantage à sa famille ou que sais-je, ou etc. Et même à sa propre vie, en lui disant, si tu te calmes pas, mec, voilà ce qui va se passer, tu vois. Et donc, globalement, on te laisse partir avec tant de millions, mais voilà, Alibaba, c'est plus à toi, quoi, tu vois. Et tu fermes ta gueule. et il a fermé sa gueule, et puis... voilà. Tu vois, c'est ça qui m'a toujours... parce que des fois, en tout cas, je me suis toujours dit, oui, la Chine, potentiel, déjà leader mondial, mais... et numéro 1, mais toujours dans la croissance. Et en fait, psychologiquement, je me suis dit, ce serait intéressant, pourquoi pas, de poser quelques billes, tu sais, en bourse, sur des sociétés ou
un ETF par exemple, sans trop se mouiller. Mais en fait, quand tu vois comment ça se déroule du jour au lendemain, l'État peut faire ça et prendre une entreprise privée, peut tout couper les vivres, etc., etc. Et tu te dis, c'est pas si simple que ça finalement. Surtout que quand toi, tu es étranger, que tu investis en Chine, tu n'as pas le droit aux actions chinoises. Tu as deux marchés. Tu as le marché pour les étrangers, qui est un sous-marché, qui peuvent te couper du jour au lendemain. Tes actions, elles peuvent ne plus rien valoir demain si le gouvernement décide qu'on va taxer ci, qu'on va faire ci, ou tout simplement qu'on va vous spolier parce que vous êtes des méchants étrangers, ou que sais-je. Ouais. Donc, acheter des valeurs chinoises, pour moi, c'est hors de question. Voilà, tu vois. Voilà, ça a toujours été d'ailleurs hors de question parce que si tu veux, j'aime pas le concept, si tu veux, enfin, le concept socialo-communiste, on l'a déjà assez chez nous en France, suffisamment fort pour aller investir dans des pays où c'est pire, quoi. Tu vois, non, c'est pas des zones où investir. Par contre, au niveau de ce que je disais au départ, si tu veux rester sur le trône, hein, parce que Xi Jinping il s'est déclaré quasiment empereur, hein. En Chine, il est indéboulonnable, ce mec. Ouais. Le truc, c'est que s'il veut rester, pour éviter qu'il y ait justement des gens qui se révoltent, parce qu'on a quand même vu que les gens, quand tu commences à les spolier de trop, ils finissent par se révolter quand même. De toute façon, ils vont mourir donc de faim ou d'autres choses, tu vois. Donc voilà, la révolte, pour la mater, sans faire intervenir l'armée ni quoi ni qu'est-ce, justement tu fais intervenir l'armée mais pas sur ton propre peuple, sur un autre pays, et tu déclares en fait que si tout va mal chez nous, c'est à cause de Taïwan par exemple, tu vois, donc on va leur casser la gueule, et puis on va envoyer les avions, et puis après on va envoyer des gens aussi, la chair à canon évidemment, et puis donc les gens ils auront leur esprit occupé sur autre chose que leurs petits problèmes quotidiens. Et en fait, c'est le risque qui risque de se passer en Chine, surtout que si le conflit israélo-palestinien s'enlise et s'étend dans la région, avec l'Ukraine, ça sera pour la Chine l'occasion d'attaquer Taïwan, parce que tout simplement les États-Unis ne pourront pas être partout. Tu vois, et donc déjà là, de se diviser en deux fronts, l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien, ça pose des problèmes. Pas en termes de front, parce que ce ne sont pas des Américains qui combattent, mais en termes de front financier, hein, je parle. Et puis après, c'est pareil, en termes de guerre, si ça pétait, il faudrait effectivement envoyer les avions, et puis les porte-avions, etc. Puis il faudrait les mettre en action. Et tout ça, dans tous les cas, tu remarques que les États-Unis sont toujours là où il y a la guerre, hein. C'est incroyable aussi. Si tu veux avoir une économie florissante, tout à fait. Et puis avoir relancer justement après le Covid, bien entendu. Une monnaie aussi, une monnaie forte. Et donc tu dois avoir un capital confiance de par les autres pays. Tu dois avoir une armée forte. Tu vois. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a laissé des pays comme la Chine, avec notre argent, en fait, on les a laissés pour essayer de développer le capitalisme, on va dire. On leur a donné tellement d'argent qu'ils l'ont investi forcément dans du matériel militaire, et aujourd'hui la Chine est une puissance militaire qui compte. C'est pareil pour la Corée du Nord. On a une Corée du Nord qui compte, hein, puisqu'ils ont fait des essais nucléaires, etc. Donc ça devient une puissance nucléaire, ou limite de le devenir, et puis donc d'ailleurs on ne sait même pas s'ils le sont vraiment ou pas, mais en tout cas c'est inquiétant. Je crois qu'il y a aussi l'Inde qui est aussi très qui se développe déjà de plus en plus. L'Inde, c'est une puissance nucléaire déjà. Donc déjà l'Inde, ça fait partie des grands de ce monde. Tu as l'Iran qui peut poser problème. Donc je te laisse imaginer pourquoi les marchés baissent actuellement. Hein. Oui, non, bien sûr. C'est pas seulement parce qu'il y a eu des événements où des Palestiniens ont
sont rentrés tuer Ouais, non, des gens c'est le cumul, en c'est le Israël. cumul de tout ce qui se C'est passe, aussi, bien sûr. c'est aussi une vision internationale du risque d'embrasement en fait. Hein, et on voit bien qu'on est dans euh, on va dire, un moment assez Ouais, un moment charnière, tragique hein. de l'histoire pour certains là actuellement qui ont été tués et d'autres qui vont être tués aussi très prochainement parce que là ça va être sûrement un bain de sang hein, si Tsahal, l'armée euh, israélienne intervient, forcément, tu vois, il y a des civils là-dedans. D'ailleurs, là, j'ai regardé un petit peu aujourd'hui sur Internet, il y a des trucs, il y a un hôpital, ils ont tiré sur un hôpital, donc alors, on ne sait pas qui a tiré, mais peu importe qui a tiré, mais quand tu arrives Ouais, c'est chaud. sur en fait, une zone de guerre où on commence à tirer sur des hôpitaux, c'est-à-dire qu'il y a plus de loi internationale Ah, il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien du tout, bien ouais, sûr. il y a plus de limite et ça devient super inquiétant parce qu'en fait, d'ailleurs, tu le regardes même dans notre pays, il n'y a plus de limite. Autrefois, je sais pas, quand t'arrivais dans notre pays ou dans un pays, t'étais sans papier, on t'attrapait, on te mettait en prison, et on te renvoyait chez toi, tu vois. Aujourd'hui, Hmm. on laisse faire parce que bon, c'est comme ça. Ah oui, il est sans papier. Alors après, t'as un mec qui tue des gens ou bah, tu vois, 6 mois après ou 6 ans après, il est dehors parce qu'il est jugé non responsable ou tu vois. Et en fait, on laisse un petit peu aller les choses au-delà du raisonnable Mhm. et pas seulement dans la vie quotidienne de nos compatriotes en France, mais à l'international, tu vois Ouais, ouais, il se passe des choses où tu te dis mais c'est pas normal quoi voilà. ça marche. Et sinon en termes d'investissement, donc tu continues à investir ou t'as Oui, stoppé? oui, bah oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'était hier, parce que du coup, forcément, j'analyse que ce soit au niveau fondamental, mais également au niveau graphique. Et j'ai ajouté une nouvelle société à mon portefeuille. D'ailleurs, un joli mastodonte américain. Et voilà, donc on Et, continue avec une certaine sérénité et une discipline de grands sportifs. et c'est quoi cette mastodonte? Je pense que je sais pas si tu la connais, Target Corporation. Target, ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Moi, c'est l'un des concurrents de Walmart aux États-Unis. Et voilà. Ah ouais, je regarderai par curiosité. Ouais, ouais. Voilà, moi je suis plutôt en phase de désinvestissement, plutôt Mhm. vendeur sur les marchés futurs. Et puis voilà, en plus j'ai du cash qui doit arriver, donc je pense que voilà, moi je suis plutôt à essayer d'acheter sur des signaux graphiques. Pour l'instant, Mhm. je vois pas de, mis à part sur le pétrole et dans le domaine de l'armement, je vois pas de signaux outre mesure sur aucune valeur, donc je suis plutôt à attendre, hein, je suis dans l'attentisme. Ouais. En mode temporisation. Ouais, bien sûr, hein, Et toi, je comprends tout à tu fait. continues à investir donc tous les mois tranquillement. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Voilà. ouais, c'est. Donc là, on a, tu vois, deux méthodes, deux visions différentes. Mais voilà, ce qui compte, c'est que ce soit ta méthode ou la mienne, ou même la méthode de quelqu'un d'autre, Mhm. ça reste investir est le plus important. Que, quelle que soit la méthode employée, il vaut Tout mieux à fait. Ouais, ouais, bien sûr. investir même avec une méthode qui performe plus qu'une autre. D'ailleurs, des fois, il y a des méthodes qui performent pendant 3 ans, puis après, c'est une autre méthode qui va performer plus, etc. Donc c'est pour ça que Tout à ces fait. Ouais. guerres de clochers entre il y a les gens qui font ouais mais moi l'analyse graphique c'est je fais que ça et puis les autres non c'est un petit peu le même débat que non moi c'est Ouais, l'immobilier non, moi non, c'est la bien bourse. sûr. Après, Euh, il faut savoir, c'est toujours pareil en fait, quels que soient les domaines de la vie, il faut toujours être mesuré, il faut savoir faire son expérience pour justement apprendre et à partir de ce moment-là, eh bien,
faut faire les choses, tout simplement. Ouais, ouais. Puis surtout, faut continuer à investir pour son futur, hein, surtout quand on a C'est ça. ton âge. Au mien, on commence à profiter de ces investissements. Et à C'est l'époque, bien, c'est important. ouais, ouais, ça c'est super important. Mais à l'époque, si moi, quand j'ai commencé à investir, il y avait des youtubeurs comme toi ou moi qui m'auraient un petit peu plus drivé sur les choses, je pense que je serais 3 fois ou 10 fois plus riche, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai dû l'apprendre par moi-même. Alors après, oui, j'ai lu des livres, j'ai regardé des trucs, mais tout au début, j'ai fait des erreurs, des erreurs que bah, j'espère qu'on peut éviter à nos Ouais, internautes, ouais, bien quoi. sûr. Voilà. Bah Ça écoute, marche. ça fait déjà pratiquement 1 heure qu'on est, même plus d'1 heure qu'on est Ouais. en ligne. Mais quand on est en roue libre comme ça passe assez vite, hein. Ah ouais, ouais, mais de toute façon, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Voilà, que ce soit sur n'importe quel thème, hein, c'est toujours sympa d'échanger. Puis je pense que c'est enrichissant aussi pour nos abonnés, hein, de pouvoir écouter aussi bien ton expérience que la mienne, et puis Mhm. d'avoir justement des visions euh, contenues, quoi, pas des gens qui veulent absolument convaincre l'autre de sa vision des choses, quoi. Tu vois, c'est assez Ouais, tout à intéressant fait. d'échanger parce que le but final, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre et Ben, on apprend toujours quelque c'est chose. exactement ça. Et puis finalement, il y a autant de méthodes d'investissement qu'il n'y a justement de profils d'investisseurs. C'est Oui, ça oui, aussi, parce que une méthode ne va pas aller forcément avec la personnalité et le profil d'une personne, c'est tout ça. à fait. J'ai souvent des questions des gens qui me disent oui, mais toi, ta moyenne 2 jours, 12 jours, moi je travaille la moyenne 100 jours, je sais plus quoi d'ailleurs. Je dis, mais oui, mais effectivement, moi, je suis quelqu'un qui est assez actif, donc 2 jours, 12 jours, allez, sur 15 jours, 20 jours de période, je vois les choses bouger, je suis dans mon élément, moi, je suis quelqu'un d'actif. Mhm. Sur 200 jours, moi, je vais m'endormir, quoi, tu vois, c'est pas ma personnalité à Après, moi, tu vois. voilà, c'est ça. Mais En fait, si le par truc. contre, toi, t'es super pépère et que euh, tu veux regarder la bourse un petit peu de loin, bah oui, 200 jours, c'est très bien. Et moi-même, la 100 jours, 200 jours, je la regarde. Toi, le pétrole, par Mais exemple, elle est au-dessus de la moyenne 100, au-dessus de la moyenne 200, et puis ça m'empêche pas de la travailler sur la moyenne 212 en la pondérant, en regardant que si jamais on cassait la 100, effectivement, ça m'alerterait que les choses vont mhm. peut-être pas si bien sur le pétrole. Voilà, c'est tout. Mais encore une fois, il faut travailler avec des systèmes ou des techniques d'investissement qui sont compatibles avec ta personnalité. Ça, Tout à fait. c'est C'est exactement ce ça. qu'il faut surtout essayer de faire passer comme message aux gens qui nous écoutent, c'est qu'avant même d'investir, il faut définir son profil d'investisseur C'est exactement ça. et à partir de là, essayer de trouver des techniques qui pourraient fonctionner. Et là, donc, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les backtests ou etc. Et quoique c'est pas suffisant parce qu'après, il faut encore mettre en pratique sa façon d'avoir backtesté. Est-ce qu'on n'a pas fait des erreurs dans Mhm. l'appréciation des choses, etc., etc. Et puis voilà, donc après, c'est une vie de... Quand on commence à investir, après, on a une vie d'investisseur devant nous et donc on apprend des choses, on fait des erreurs, on essaye de ne pas les réitérer, etc. Et donc tout ça, c'est toujours riche d'enseignements et c'est ça qui nous plaît, hein. Sinon on ne ferait pas ça. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, quand tu regardes les graphiques et tu vois, admettons, pourquoi ça a monté, pourquoi ça a descendu, et finalement c'est intéressant parce que c'est vraiment l'histoire de l'économie en général. Et revenir dans le passé pour voir aussi ce qui s'est passé, c'est aussi intéressant. Oui, mais sachant que le passé euh, revient toujours. En fait, tout ce qui s'est passé, les choses qui se sont passées, en fait, c'est de la mémoire. Si tu gardes la C'est mémoire de ce ça. qui s'est passé, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui tiennent vraiment à l'histoire pour éviter que ce qui s'est passé se repasse, tu vois. Mhm. Alors ils ont tort quelque part parce que de toute façon ça se repassera, mais ils ont raison d'un côté parce que ça permet aux gens de garder à l'esprit ce qui s'est passé pour essayer que ça ne se repasse pas ainsi. Par contre, sur
l'analyse graphique, on voit comment se sont passées les choses et on peut imaginer que les gens, eh bien, l'être humain, il est ce qu'il est, il va réagir de la même façon à certaines, Tout à fait. à certaines choses qui se passent sur les marchés, quoi, c'est sûr. Yes. Bah écoute Anthony, je pense qu'on va peut-être stopper notre vidéo. Et puis, Mais ouais, je crois que c'est la première fois qu'on fait une aussi longue vidéo. On est quasiment à 1h15. 1h15, bah super. Voilà, en tout cas, je te souhaite bonne continuation. On se revoit le mois prochain. Je serai à Paris le mois prochain. Donc, non, tu dis ça d'un air, d'un air triste. Ouais, je serai à Paris. Donc, voilà, ce sera un peu plus gris la vidéo. Je confirme. Mais voilà, j'espère que tout le monde, dans ce laps de temps, aura gagné beaucoup d'argent. Ceux qui nous écoutent, toi comme moi. Et puis voilà, je souhaite à tout le monde de s'enrichir. On est sur des chaînes où tout le monde souhaite s'enrichir et à se prendre en main. Voilà. Yes. Allez. Bah écoute, je te souhaite une bonne continuation, bonnes vacances également. Merci, je te remercie. Allez, ciao. Allez, à très bientôt, salut. Salut.